Congolais. Les titres, place au développement, bienvenue à tous. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Il s'agit de cette décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Les présidents des deux chambres ont décidé que l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 14 décembre 2015 à 10 h. L'ordre du jour du dit congrès comporte un seul point, à savoir l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Le communiqué est signé ce 12 décembre 2015 pour le Sénat Léon Kengo Adondo et pour l'Assemblée nationale Aubin Minaku Njalanjoko. Je le disais en titre, il y a 2 ans à Nairobi, le 12 décembre donc 2013, le gouvernement congolais et le M23 signaient la fin des pourparlers entamés depuis fin 2012 à Kampala. Il s'agissait de 3 documents, le premier dans lequel le M23 a déclaré la fin de sa rébellion après sa défaite militaire. Le deuxième, le gouvernement congolais avait pris acte de la déclaration du M23 et s'engageait à garantir aux ex-combattants du mouvement une réinsertion sociale. Le troisième document consacrait donc la fin du processus de Kampala. Sur ce plateau, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mamba. Bienvenue. Merci. Première question, donc, vous avez vous-même pris part à ces pourparlers et on a eu comme l'impression que ça a été tiré en longueur et cela n'a été rendu possible que après la défaite militaire du M23. Sinon, peut-être on serait encore en ce moment à Kampala. Ah oui, tout à fait. Nous n'avions pas eu en face de nous des gens de bonne foi. Il a fallu effectivement, en même temps qu'on négocie, que puisse se développer une capacité au niveau de nos frères d'essai, à qui gérons en ce deuxième anniversaire un hommage vibrant, puisque c'est la décision décisive, nous l'avons obtenue au mois de novembre 2013, lorsqu'effectivement nos forces armées, appuyées par la MONUSCO, ont dégagé des positions qu'elles occupaient, donc cette force négative. Alors, une petite question, une première signature finalement avortée, qui devait se tenir à Kampala, et puis finalement, c'est à Nairobi que ça se passe. Oui, c'est tout à fait logique. Dès lors que la décision s'est faite sur le terrain par nos forces armées, le reste donc c'est prendre acte du raidissement, donc la reddition donc de cette force négative, et puisque ça se faisait dans un cadre régional, il fallait donc que ça se fasse devant la CIRGL et la SADC, et c'est ce qui a été fait. Il s'agit des déclarations en 3 documents, un document M23, un document du gouvernement et un chapeau qui comporte en réalité 11 points, et je puis aujourd'hui, au second anniversaire de cette aventure de l'ex-M23, indiquer de la manière la plus claire qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons rempli notre part, puisque sur ces 11 points, qu'il s'agisse de l'amnistie, ils ne sont pas tous Congolais, vous savez, les Congolais ont été amnistiés, qu'il s'agisse des dispositions transitoires de sécurité devant mener au DDR, ainsi que les questions de démobilisation des anciens combattants, c'est un processus dont on peut vérifier que pour ceux qui ont sauté le pas en retournant en République démocratique du Congo, conformément à l'appel du président de la République. Vous savez que au mois de septembre de l'année dernière, 2014, il a été dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo a indiqué très clairement qu'amnistié ou pas, tout celui qui tournait la page et se savait congolais pouvait revenir, et je peux attester de ce que parmi ceux qui sont revenus sans avoir été amnistiés au préalable, il y en a 23 aujourd'hui qui ont obtenu leur amnistie en étant ici sur place. La réconciliation nationale, je l'indique, d'avoir décidé que amnistié ou pas, les gens pouvaient rentrer, on est bien dans un processus de réconciliation. Et le dernier point qui nous concernait, c'était de mettre en place un mécanisme de suivi. Le MNS était déjà là. J'ai dit tout ça pourquoi? Parce qu'il reste en réalité sur ces 11 points, il en reste 3 qui posent problème. Le rapatriement, apparemment c'est le rapatriement qui pose problème, des ex-M23 qui sont encore cantonnés en Ouganda. Non, le rapatriement ne pose pas de problème du point de vue du gouvernement. Dès lors que, amnistié ou pas, vous pouvez rentrer. 2, le retour étant volontaire,
vous conviendrez avec moi qu'à partir de ce moment-là, le problème n'est pas du côté de celui qui dit amnistier ou pas, vous pouvez revenir, c'est à celui qui doit pouvoir exprimer la volonté de le faire. Et à ce stade, effectivement, nous avons, en ce qui concerne l'Ouganda, en ce moment même, une délégation mixte qui est sur le terrain, et nous essayons de faire en sorte que ces gens-là, ceux qui le souhaitent, puissent revenir. Laisse-moi simplement indiquer les 3 points rapidement qui posent problème. Ces gens ont pris l'engagement de cesser d'être un mouvement politico-militaire, de mettre fin à la rébellion. Ils ne l'ont pas fait. Vous pouvez le vérifier sur le terrain. Nos services nous donnent des informations, notamment dans le Grand Nord, à l'Est, du côté de Beni, notamment, mélangés aux terroristes de l'ADF. Vous pouvez regarder dans le Sud Kivu, on en trouve des ex-M23 mélangés aux rebelles burundais. Et donc, on voit bien que là où on nous dit, d'une part, que les gens ils ne veulent pas rentrer, mais en réalité, ils rentrent comme des éléments infiltrés et qui se mélangent, hélas, à d'autres forces négatives sur le terrain. Il y a le point qui concerne l'évaluation de ce qui a été fait en 2009. Vous ne pouvez pas évaluer si l'autre n'est pas là. Depuis le début, il a été dit dans Nairobi qu'il devait nommer un coordonnateur qui devait travailler avec nous au MNS, de manière justement que d'une manière contradictoire, nous puissions faire gérer le mécanisme national de suivi. Oui. Vous dites optimiste. Je ne suis pas optimiste, pas plus qu'on l'était au moment où on négociait à Kampala pendant presque 1 an. Je veux dire que nous n'avons pas en face de nous de gens sérieux et de bonne foi. En son temps, il a fallu les dégager par les armes. Aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, de manière à pouvoir honorer notre signature. Et je constate, malheureusement, que ce soit du point de vue de l'engagement de cesser la rébellion et de devenir un parti politique, il ne se passe rien. Je parle de ceux qui ont signé. Je sais qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient pouvoir créer des partis politiques au nom du M23, mais moi, j'ai comme interlocuteur les gens qui ont signé Nairobi. Je regarde et je vois que, en ce qui concerne les évaluations et des commissions à créer, notamment en ce qui concerne les biens spoliés et tout ça, etc., là aussi, puisque nous n'avons personne des compétents qualifiés en termes de Nairobi pour pouvoir en discuter avec nous, nous n'allons pas faire cette commission ou ces commissions tout seuls. Merci bon, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, François Momba, coordonnateur national du mécanisme national de suivi. Merci d'avoir répondu à notre invitation en rapport avec les 2 ans de la signature de la fin des pourparlers de Kampala. C'était donc le 12 décembre 2013 à Nairobi. 21e conférence sur le climat COP 21. Les travaux n'ont pas encore été clôturés, qui devaient se clôturer donc le vendredi avec la signature d'un accord comme prévu initialement, justement à cause des crispations nord-sud, en particulier sur les financements. Mais ce samedi, en fin de matinée, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dévoilé les grandes lignes d'un projet d'accord finalisé aux 195 délégations étrangères présentes au Bourget. Depuis 15 jours, le texte devrait encore être approuvé par l'ensemble des États partis représentés à Paris. C'est un projet d'accord historique que la présidence française a présenté ce samedi aux délégations de la COP 21. Ce projet qualifié d'ambitieux et juridiquement contraignant par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, devra encore être soumis au vote de 195 délégations présentes au Bourget à Paris. Ce texte définitif a été dévoilé en présence de François Hollande et Ban Ki-moon, respectivement président de la France et secrétaire général des Nations Unies. Ce texte, qui est nécessairement un texte équilibré, contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles seraient peut-être impossibles à obtenir. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré, ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. Il a suffi de 3 nuits blanches et des coups de gueule retentissants pour parvenir au texte final de ces assises de Paris. Si l'accord final paraît plus ambitieux pour la France, la société civile, pour sa part, dénonce l'absence de référence aux énergies renouvelables. Une importante déception pour les organisations non gouvernementales qui suscitent certaines insatisfactions. C'est confirmé, les opposants congolais, quelques opposants donc, sont effectivement à Dakar au Sénégal. Pour Kinshasa, cette réunion tend à renverser les institutions démocratiquement élues. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Franck Diongo, F. Bazaïba, Martin Fayoulou, Gilbert Kiakwama et d'autres sont effectivement invités des mouvements citoyens. La réunion avait été discrètement organisée sur l'île de Gorée et le gouvernement congolais a ouvertement condamné l'attitude du Sénégal, pays hôte de cette réunion. Le Sénégal s'est excusé pour le désagrément causé dans les relations entre les deux pays. L'UDPS également condamne toute initiative non démocratique. À la primature, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son directeur pays Topsoba Sibri, une mission de revue à Kinshasa. Le représentant de la BAD félicite donc la RDC pour les performances économiques réalisées. Topsoba Sibri a en outre indiqué que les partenaires économiques sont dans la droite ligne avec les préoccupations des autorités pour continuer à soutenir le pays et l'aider à régler les problèmes d'inondation. On écoute le directeur pays de la BAD. La RDC, c'est un pays où le taux d'inflation tourne autour de 2% et avec des taux de croissance autour de 7,5%, ce qui est très honorable. Évidemment, il y a beaucoup à faire encore pour que cette croissance soit inclusive et qu'elle contribue à la réduction du taux de chômage. Nous sommes en droite ligne avec les préoccupations des autorités pour continuer à soutenir le pays. Et en particulier, nous avons discuté des différents appuis que nous pouvons apporter au ministère de la Femme, la Famille et l'Enfant, au ministère de l'Énergie, au ministère du Plan et éventuellement à les discussions autour de programmes prioritaires que le Premier ministre nous a retracés, y compris une contribution pour aider le pays à régler les questions de l'inondation que la ville de Kinshasa a subi ce week-end dernier. En rapport justement avec les inondations, au sud Kivu, on parle de 30 morts, 18 disparus. Plus de 60 maisons détruites, des véhicules, boutiques et kiosques emportés vers le lac Kivu et d'autres rivières telles que la Ruzizi. Plus de 50 familles sont donc sans abri et demandent l'aide du gouvernement. Le point avec Amani Joseph. Cette précision est du bourgmestre de la commune d'Ibanda, Evariste Mouliri, dans une interview exclusive nous accordée. Evariste Mouliri signale que la pluie diluvienne, accompagnée de vents violents qui s'est abattu la nuit de vendredi à ce samedi dans la ville de Bukavu, a causé des dégâts énormes. Dans la seule commune d'Ibanda, il dénombre 18 morts, 10 porteurs disparus, 67 maisons complètement endommagées. Dans la commune de Katutu, le bilan est lourd. On compte 12 morts, 8 porteurs disparus. Les maisons, kiosques, boutiques n'ont pas été épargnées par les eaux de pluie. Ceci donne un bilan provisoire de 30 personnes mortes, 8 porteurs disparus. L'autorité communale indique en outre que toutes les familles éprouvées ont reçu des cercueils. Pour l'instant, toutes les victimes ont été retirées des tombes et sont transférées à l'hôpital général de référence de Bukavu. Environ 50 familles sont restées sans abri et demandent au gouvernement provincial et national de leur venir en aide. La construction anarchique reste à la base de cette catastrophe. Enfin, la ville de Bukavu
reste